Bonjour Essar. Bonjour Tom. Alors Essar, vous voilà revenu à Damas, hein. Nous sommes le 17 août, c'est le 45e sitrep. Et il y a des choses qui sont quand même passées, évidemment, en Syrie, malgré le fait que de victoire en victoire, il y a finalement de moins en moins d'informations concernant, et heureusement dans un sens, la libération de telle ou telle zone en Syrie, puisque la Syrie est en train de retrouver son unité petit à petit, son intégrité territoriale. Bon, malheureusement, avant de s'occuper d'écrire la situation dans votre pays, on a une parenthèse, un préambule à faire pour dénoncer des choses qui restent barbares, qui restent inacceptables, qui sont humainement condamnables. C'est d'une part ce qui se passe à Gaza, donc dans les territoires occupés, mais en premier lieu, vous avez souhaité nous entretenir de cet événement effroyable qui a eu lieu au Yémen à cause des bombardements saoudiens qui démontrent ici encore une fois leur, leur barbarie, leur criminalité absolue contre des enfants. Voilà, je vous laisse la parole, Essar. Oui, effectivement, alors des bombardements. Alors d'abord, je voudrais quand même condamner en fait vraiment que l'on condamne tous tout ce qui se passe, les pratiques du pouvoir israélien vis-à-vis des Palestiniens, les pratiques des Saoudiens et des pays du Golfe contre le Yémen, et ce depuis 2015, des bombardements quotidiens qui ont lieu toujours sur des civils, sur des salles de mariage, sur des salles d'obsèques, qui visent particulièrement les civils. Et là, dernièrement, le grand crime a été vraiment le bombardement de 2 quarts d'enfants qui partaient à l'école, qui a fait des centaines de morts et de blessés dans un pays qui est en plus mis sous embargo de tous les côtés, avec fermeture des ports, des aéroports, etc. Donc impossibilité d'apporter de l'aide humanitaire ou même de l'arrivée de l'aide humanitaire. Donc en fait, il y a une volonté vraiment d'extermination de la population, alors que le monde entier observe et ne pipe mot de tous ces crimes, comme si tout le monde était d'accord pour qu'il y ait ce génocide total au Yémen. Ceci n'est pas d'ailleurs éloigné de ce que font les Israéliens en Palestine occupée, puisque toute la Palestine, Israël, c'est un pays, c'est un état d'occupation terroriste aussi, qui rend la vie des Palestiniens complètement impossible, qui détruit leurs maisons, qui les bombarde sans arrêt. Gaza sous blocus depuis déjà 10 ans. C'est aussi pareil au su et au vu du monde entier. La population de Gaza, et comme la population de la Palestine, s'oppose héroïquement à cette occupation par des marches du retour, par des manifestations pacifiques qui se voient toujours opposées par des balles vives, des balles réelles, Oui. voire des missiles. Dernièrement, les Israéliens ont bombardé le sud de Gaza par des missiles pour soi-disant s'opposer aux cerfs-volants. Oui, oui. Et aux cerfs-volants et aux ballons brûleurs, qu'ils disent, donc incendiaires, pardon, aux ballons incendiaires. Et en fait, ils n'ont même pas le sens du ridicule, en fait, de voir, on envoie des missiles contre les cerfs-volants. Alors là, je tiens à saluer effectivement la lutte du peuple palestinien, la lutte de tous ces Palestiniens, de tous ces jeunes Palestiniens pour le retour, pour l'indépendance de leur pays, pour que vive la Palestine et pour que triomphe la Palestine face à cet occupant
ignoble, fasciste, raciste, qui d'ailleurs a consacré son racisme par un vote de son Parlement, de la judaïté de l'État. C'est la fameuse loi État-nation. Hein. C'est la fameuse loi État-nation qui entérine clairement oui. un concept, qui réalise, qui confirme le concept d'apartheid qui était connu en Afrique du Sud et qui devient le fonctionnement normal de la société israélienne malheureusement aujourd'hui. Tout à fait. De plus, alors cet État, c'est les Palestiniens qui se battent donc pour leur droit le plus élémentaire, leur droit au domicile, leur droit à pouvoir cultiver leurs terres, qui sont systématiquement aujourd'hui détruites et confisquées sous des prétextes administratifs fallacieux qu'ils créent, confisqués donc par cet état d'apartheid raciste et fasciste. Je voudrais saluer tous les habitants de la ville de Khan al-Ahmar aussi, dont les maisons sont détruites ou se font détruire tous les jours par les bulldozers israéliens, donc qui sont à Jérusalem, par les bulldozers de cet état d'occupation absolument ignoble. Bon, par ailleurs, nous félicitons la famille Ahad Tamimi et sa famille de sa libération. C'est comme quoi la lutte a payé pour la libérer. Et donc, son retour à sa famille et son retour à sa famille, non seulement sa famille directe, mais aussi sa famille de lutte, pour continuer la lutte avec ses camarades du peuple palestinien contre cet occupant ignoble et pour la libération de tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers palestiniens. Donc là aussi, je tiens aussi à la saluer et je voudrais vous dire qu'il y a eu plusieurs meetings en fait pour saluer Ahad al-Tamimi, sa libération, dont un qui était très important hier dans le sud du Liban, à l'occasion de la libération justement et de la victoire de juillet 2006, donc qui a été donc hommage à Ahad al-Tamimi et à sa libération, à sa lutte. Voilà, donc là, on peut clôturer ce point sur la Palestine et sur le Yémen par un appel encore plus solennel, boycotter Israël, désinvestissez, des sanctions contre Israël, mais aussi on voudrait des sanctions contre l'Arabie Saoudite et boycotter l'Arabie Saoudite, des sanctions contre l'Arabie Saoudite qui s'en prend à ce peuple du Yémen depuis 2015, qui ne cesse de le bombarder et qui ne cesse de prendre pour cible des civils, des salles de civils et des centres culturels et des lieux de vie qui n'ont rien à voir avec les objectifs militaires. Voilà. Alors Essar, nous allons effectivement entamer la partie du SITREP proprement dit, avec trois sujets, si vous le voulez bien. Vous m'avez parlé de l'assassinat d'un savant atomiste spécialiste en tout cas des armes syrien. Vous m'avez cité des centres de recherche qui ont été visés par des tirs. Il faut noter également la présence de plus en plus importante, ces derniers temps d'ailleurs, de drones terroristes qui ont attaqué à plusieurs reprises la base russe de Khmeimim, et puis l'armée syrienne qui a libéré Quneitra. Vous m'avez dit que c'était d'ailleurs la première fois depuis 1974 que Quneitra retombe intégralement, je dirais, sous la protection de l'armée syrienne. Oui. Alors, effectivement, en Syrie, grand assassinat horrible du Mossad, d'un grand savant syrien qui s'appelle Aziz Esber. Ce grand savant est un expert
un expert en fait des armes et des missiles. Effectivement, les Israéliens, bon, cet assassinat par une charge plastique qui a visé son véhicule et porte l'empreinte du Mossad, alors que qui a été tiré par les terroristes de Daesh dans la région, ce qui pour moi montre l'évidence même de la connivence et de la coopération réelle et très forte entre Daesh et Israël. À ce propos d'ailleurs, C'est plus qu'une connivence, c'est pour moi c'est l'armée israélienne déguisée en terroriste. d'ailleurs, on peut faire une parenthèse, je ne l'ai pas évoqué juste avant, mais vous m'en avez parlé évidemment, c'est ce résistant syrien sur le plateau du Golan occupé par les Israéliens, qui est retourné en prison parce que précisément il avait dénoncé la connivence entre Daesh et les forces israéliennes. Hein. Tout à fait. Donc, je voulais évoquer le cas de Sobri el-Maqat, qui est un prisonnier syrien du Golan dans les geôles israéliennes, qui a été prisonnier depuis 27 ans. À sa libération, donc, il y a eu une émission avec Al-Akhbariya Souria, qui est avec la chaîne syrienne, qui montrait bien la connivence, et puis par des photos et par les preuves, effectivement, pas des photos, c'était des images en direct, hein, des terroristes qui étaient secourus par les Israéliens et qui se coordonnaient dans leur attaque avec l'armée israélienne. Bon, il a été malheureusement, il a été à nouveau re-arrêté. Et depuis, il est en tôle, il est dans les geôles israéliennes. C'est un grand résistant. Moi, je voudrais saluer Sobri el-Maqat aussi, et puis exiger sa libération, exiger. Effectivement, cette connivence, elle n'est plus à démontrer. Elle crève le jour, je veux dire. Entre les Israéliens et les terroristes. D'ailleurs, le président Assad l'avait dit, les terroristes ne sont rien d'autre que l'armée israélienne déguisée. Et puis, oui, on peut pour déplorer effectivement. Pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à l'assassinat des savants, voilà. bon, celui-là était syrien, mais ce n'est pas le premier. Et puis vous m'avez dit que les centres de recherche avaient été visés pour les mêmes raisons. Oui, tout à fait. Alors, les centres de recherche syriens ont été visés aussi bien par l'attaque tripartite là qui a eu lieu il y a quelques mois par les Américains, les Français et les Israéliens. Il y a eu à nouveau un bombardement du centre de recherche à Damas. Oui. Et là, c'est vraiment à nouveau un assassinat qui porte son nom, quoi. Qui portent tous d'ailleurs l'empreinte du Mossad, que ce soit américain, que ce soit français, que ce soit israélien. Je voudrais rappeler quand même que beaucoup de savants et de scientifiques syriens et arabes ont été assassinés. Donc dans les années 70 et 80, il y avait beaucoup de savants égyptiens qui ont été assassinés. Les savants irakiens ont été assassinés. Tous ceux qui ont coopéré d'ailleurs avec même l'AIEA, qui ont aussi tous été assassinés. Les Iraniens, des savants iraniens, des savants syriens, des savants palestiniens ont été assassinés par le Mossad et par les forces alliées d'Israël. Nous ne pouvons que condamner ces actes terroristes et barbares qui visent toujours à éviter ou à désarmer les peuples qui veulent se défendre face à l'impérialisme et face à l'occupant israélien.
Donc l'idée, c'est qu'on n'avance pas, qu'on ne puisse pas avancer sur le plan scientifique, qu'on ne puisse pas avancer sur le plan militaire. C'est toujours désarmer les peuples pour mieux les dominer et mieux piller leur système, leur pays et leurs ressources et leurs richesses. On peut Donc en d'ailleurs fait, imaginer, le tollé que ça ferait si la Syrie assassinait un savant atomiste israélien, hein. absolument, absolument. Alors que s'il y a bien un pays Ça qui est montre, dangereux pour... ça montre bien à quel point malheureusement toutes les instances internationales sont sous la coupe des pays impérialistes et très précisément les pays de l'OTAN et ceux qui soutiennent Israël. Voilà. Alors, Donc, un petit mot non, sur les drones oui. terroristes, et puis ensuite un autre petit mot pour la libération de Quneitra. Et les drones terroristes, il y en a qui ont été descendus de la banlieue de Damas. Il y en a deux qui ont été descendus, détruits au-dessus de Damas, mais aussi des drones terroristes qui ont été aussi descendus au-dessus de la base qui visait ou qui se dirigeaient vers la base de Hmeimim, qui ont été descendus par l'armée de défense russe. Là, c'est clair que ce sont toujours des drones israéliens, des drones terroristes. Hein, et voilà, nos défenses arrivent à les descendre et à les détecter à temps. Les Russes le Heureusement. disent d'ailleurs, ils confirment que ces drones ne peuvent pas être de fabrication purement terroriste. Les terroristes reçoivent de l'aide technique de la part je dirais, de puissances avancées technologiquement. Tout à fait. C'est la Tout à fait. formulation des Russes, hein. Ça veut dire Oui. ils veulent pas donner le nom, mais on imagine bien qu'il s'agit des États-Unis et d'Israël, hein. Et d'Israël. Et d'ailleurs, depuis le début des événements, on a bien vu quand même des événements, depuis le début de cette soi-disant révolution au printemps arabe, et puis le début, que moi j'appelle effectivement la guerre contre la Syrie, depuis le début de cette guerre contre la Syrie, on a bien vu que les terroristes étaient armés avec des armes bien plus avancées, très avancées, Oui. et des armes qui mettent en évidence en fait les dernières recherches menées dans les laboratoires et dans les centres d'armement français, britanniques, anglais et autres. Donc ça, on l'avait dénoncé déjà à ce moment-là, mais là, ça ne fait que confirmer ce phénomène, disons. Alors, dernier point, je voudrais quand même dire que malgré tout, ça n'arrête pas, ça n'empêche pas l'armée syrienne d'avancer dans la libération du territoire syrien de terroristes. On peut dire que la région du sud-ouest de la Syrie a été totalement libérée, que l'armée syrienne a été déployée dans la région de Quneitra, que le drapeau syrien a été hissé à nouveau sur la ville de Quneitra, alors qu'il a été hissé en 74, et depuis ces temps-là, tout était occupé par les terroristes. Donc, retour de l'armée syrienne dans cette région, retour aussi des habitants de la région après avoir déminé et enlevé toutes les charges plastiques, mais on a pu constater, hélas, les destructions faites par Israël et par les terroristes, les destructions des cours d'eau, les destructions des barrages, la pollution des eaux potables par les eaux usées et par les eaux des égouts. Tout ceci, et même aussi la pollution des terres, en fait, tout ceci dans un esprit de destruction totale et de destruction de toute possibilité de vie dans ces secteurs,
alors que c'est un secteur qui est gorgé d'eau et qui est très fertile et qui va servir à la Syrie, qui avait servi et qui sert toujours à la Syrie. Bon, c'est vraiment la destruction et la vengeance très systématique des Israéliens par terroristes interposés. Alors, Donc, il y a justement, alors dans ce secteur-là, il y a une chose qu'il faut noter, c'est, et vous le dites vous-même, hein, ça met les Israéliens en rage, c'est le déploiement des forces de l'UNDOF qui a été permise, enfin qui ont oui. été permises par le déploiement de forces de police militaire russe et de militaires syriens dans la zone démilitarisée, en tout cas à sa lisière. Tout à fait. Alors, ce qu'il faudra en fait, il faut rappeler que après que la Syrie ait libéré effectivement l'ensemble de ses territoires, on a bien vu que les Israéliens, les responsables israéliens, ont dit écoutez, s'il vous plaît, dans les rencontres avec les Russes, nous sommes prêts à reprendre, à ce qu'il y ait redéploiement des forces de l'UNDOF sur nos frontières, à ce que les forces de séparation, et à ce qu'on revienne à l'accord de 74 et que toutes les parties respectent ces accords de 74. Donc, ça fait sourire parce que ce sont eux qui ont pratiquement violé tous ces accords et ce sont eux qui ont déployé les terroristes sur ces secteurs. Bon, maintenant, ils se contentent et ils sont plutôt comment dire, c'est en fait une manière de reconnaître la victoire syrienne. Dernier point, en fait, le fait que l'ensemble du secteur, en fait, de Koneitra, de Souaïda et de Dera ait été libéré, ça fait que les Israéliens peuvent dire que leur projet, le projet qu'ils avaient nourri en agressant la Syrie est mort et qu'aujourd'hui, ils doivent se replier sur la situation de 74 telle qu'elle était et que là, ils ne nourrissent plus de projets expansionnistes dans ce secteur puisqu'ils voulaient avoir une zone tampon Oui. entre la Syrie et l'occupation israélienne. Et une zone de quelques kilomètres. Bon, donc maintenant, c'est fini. C'est un rêve enterré. Je voudrais dire aussi qu'il est important de voir qu'il y a le retour des habitants de ces secteurs, de ces villages. Ils sont ravis de retrouver leurs terres, de retrouver leurs maisons, même détruites. Malgré les destructions, les gens sont ravis de retrouver leurs terres et puis de pouvoir commencer à les construire et à les cultiver à nouveau. C'est le cas puisque vous parlez des réfugiés dans la phase de retour, hein, il faudrait peut-être s'attarder un petit peu parce qu'il n'y a pas que dans cet endroit-là, mais il faut quand même noter un comportement assez incroyable de la part de l'ONU, de la part d'un certain nombre de forces, hein, que ce soit en Jordanie, au Liban, le représentant spécial de l'ONU, etc., par rapport aux réfugiés. Peut-être Effectivement, en fait, je voulais parler d'abord un peu de la libération de l'ensemble des territoires syriens, puisque là, on était dans la zone de Koneitra. La zone de Koneitra, la zone de Dera est totalement libérée. L'avancée de l'armée syrienne se fait aussi très importante dans la région de Souaïda et surtout dans la Badia, qui est à l'est de Souaïda. C'est au sud de Palmyre, excusez-moi Essar, est-ce que c'est au sud de Palmyre, cette Badia? Je crois que c'est ça, il me semble bien, non? Oui, c'est à l'est de Souaïda et à l'est de Palmyre et à son sud, oui, effectivement. Au sud de Homs et de Palmyre. Et voilà. C'est donc, c'est en fait entre ces villes et la frontière irakienne, c'est ça, la Badia. Voilà. Et donc effectivement, l'armée syrienne avance dans la libération des poches de terroristes de Daesh, malgré la défense des Américains,
et leur aide de la base de Al-Tanf qui aide les terroristes et qui les protège. L'armée syrienne avance très fortement et je peux vous dire que très rapidement la zone de Souaïda et le gouvernorat de Souaïda et tout son RIF, en fait tous les villages et tous les territoires qui en dépendent seront bientôt complètement libérés, exempts de tout terrorisme. Ça d'un côté. De l'autre côté, l'armée syrienne avance aussi sur l'axe au nord de Hama, au nord de Hama, nord-est et nord-ouest de Hama. Donc nord-est vers Deir Zor et nord-ouest vers Idlib. Donc là aussi, l'avancée de l'armée syrienne se fait forte et plein de villages sont libérés. L'opération Idlib a commencé aussi il y a 2 jours. Donc, grand rassemblement de l'armée syrienne sur les différents axes menant à Idlib. Et en même temps des grands comités de réconciliation qui travaillent aussi. Donc on espère que Idlib, sous la pression, comme c'est arrivé quand même dans pas mal d'endroits, notamment à Deraa, sous la pression de l'armée syrienne, il y ait beaucoup de terroristes qui se rendent et qu'on puisse vraiment éviter le sang qui coule et les destructions des 2 côtés, puisque l'armée syrienne et l'État syrien offrent toujours la possibilité de retour dans le giron de la patrie à tout un tas de personnes, y compris ceux qui ont été dévoyés par les terroristes ou appuyés par les terroristes. Et puis se rendre et revenir à la vie normale, civile. Je rappelle quand même que c'est ce qui s'est passé pour pas mal de villages dans la région de Deraa, c'est ce qui s'est passé aussi pour pas mal de villages de la région de Konetra, de Souaïda, sauf que dans les lieux où il y avait dans la vallée du Yarmouk, c'était des combats acharnés avec Daesh qui étaient directement soutenus, appuyés par Israël. Donc voilà. Ça, si vous me permettez, Essar, oui, pardon. Excusez-moi. Si vous me permettez, Essar, vous avez évoqué bien évidemment l'aspect de la Badia, la libération de la Badia, qui est de là où était partie d'ailleurs une colonne terroriste pour venir massacrer des civils à Souaïda. On a plus de 200 victimes. Voilà, donc c'est la raison de la réaction syrienne, c'est évident. Mais ce qui permet une libération encore plus rapide, c'est le fait que l'armée syrienne a encerclé cette poche, c'est-à-dire qu'elle l'a coupée d'Al-Tanf, qui est la base militaire américaine, de sorte qu'elle ne puisse pas retrouver des renforts ou une réalimentation en munitions, en nourriture et compagnie. Donc c'est ce qui va accélérer la chute de cette poche de la Badia de Daesh. Exactement, tout à fait. Et puis, merci de le signaler. Et puis vous avez Afrin également, vous avez la situation d'Afrin. Aussi, justement, la situation à Afrin. La situation à Afrin est une situation où on sait, alors maintenant, il y a une partie des gens à Afrin, notamment les Kurdes qui voudraient et qui continuent à se battre face à l'occupant turc, et qui donne des signes effectivement à l'armée syrienne de venir les aider. De l'autre côté, par contre, la Turquie installe le terrorisme à Afrin et installe aussi avec ça la fabrication de drogue, stupéfiants, des usines entières de fabrication de drogue et de cocaïne ont été faites. Il y a eu aussi des millions de comprimés de Keptagone qui ont été découverts par les douanes
syrienne à l'attaquer, donc qui devait aller en Syrie et surtout dans les coins d'Idlib et ces secteurs. Donc voilà, il y a une volonté de destruction de la société qui est faite par les Turcs qui continuent à danser sur les bords des gouffres de tous les côtés et qui continuent à danser sur toutes les cordes, aussi bien avec les États-Unis qu'avec Israël, et tout en se disant, nous sommes contre le terrorisme, nous participons à la lutte contre le terrorisme, etc. Mais les masques se multiplient et la réalité turque est la même, qui est une réalité d'agression, d'agresseurs qui continuent à nourrir ces plans ottoman, en fait, de domination du Moyen-Orient. Bon, maintenant, ce que je voudrais, c'est revenir effectivement à la question des réfugiés, qui a été effectivement la question centrale dans la réunion Astana à Sochi, qui a eu lieu donc il y a quelques semaines. Hein. Il y a eu 2 semaines exactement, fin juillet. C'est la question clé, la question centrale est le retour des réfugiés de tous les réfugiés, les exilés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, dans les villages libérés, puisque de grandes parties de la Syrie ont été libérées par l'État syrien, et puis ont été sécurisées, l'armée est revenue, la police est revenue, l'administration syrienne a repris aussi ses positions dans toutes ces villes libérées, et l'État syrien a repris sa présence, je dirais, aussitôt que le drapeau syrien a été hissé sur ces lieux. Dans la majorité, les exilés reviennent et sont très contents de revenir dans leur village. Alors, par contre, il y a aussi eu un appel donc, de l'État syrien ajouté à l'appui, je dirais, ou plutôt appuyé par la Russie, un appel à tous les réfugiés de l'extérieur de la Syrie à revenir vers la Syrie, dans leur pays, et donc à revenir en Syrie, notamment pour les réfugiés qui sont dans tous les pays limitrophes, et à commencer par le Liban. Donc le Liban a répondu, ou une partie de l'administration libanaise a répondu positivement et organise avec la Syrie le retour de certains des réfugiés qui le veulent bien. Là, je signale quand même que c'est un retour volontaire qui se fait. La Syrie organise le retour, donc on voit des cars, et à la frontière libano-syrienne comme à la frontière jordano-syrienne. L'administration syrienne a été déployée ou des bureaux de l'administration syrienne ont été déployés pour faciliter les démarches de toutes les personnes qui reviennent, donc les démarches de carte d'identité, de passeport, d'inscription des enfants, etc. Mais il y a aussi des bureaux ou des centres médicaux aussi pour les aider et tenir compte des soins pour des blessés ou des gens malades ou des enfants pour qu'ils soient aussi vaccinés, etc. Mais aussi des aides alimentaires, des aides. Tout ceci se trouve donc de manière à faciliter le retour dans d'excellentes conditions de tous les réfugiés qui veulent revenir en Syrie. Et je rappelle quand même que la Syrie encourage tous les Syriens à revenir dans leur pays. Ce qui est ce qui est quand même aussi à noter,
c'est que l'administration de l'ONU, au contraire, au lieu de faciliter et d'aider la population et l'État syrien à faciliter le retour des réfugiés en Syrie, cette administration de l'ONU, elle bloque et elle fait entrave. D'ailleurs, le représentant de cette instance n'a pas hésité à dire que c'est un retour prématuré et que ça n'a pas lieu d'être maintenant. Donc, ils mettent effectivement des bâtons dans les roues aux réfugiés qui veulent revenir, alors que sur le plan politique, ils utilisent cette carte des réfugiés pour faire pression contre l'État syrien et pour faire pression aussi sur le plan humanitaire sur ces gens-là pour pouvoir les enrôler aussi dans les hordes terroristes ou les utiliser contre leur pays. C'est le cas d'ailleurs, Essar, c'est le cas des Américains. Hein, je veux dire, la base d'Al-Tenf, à côté de laquelle se trouve le camp de réfugiés d'Al-Rukban, où on a entre 50 et 60 000 réfugiés, hein, enfants, femmes et hommes. Manifestement, les États-Unis, voilà, tout est fait pour empêcher le leur retour. interdisent carrément de revenir et ils leur interdisent de revenir justement pour les utiliser et les enrôler de force dans les forces terroristes de Daesh qu'ils font. Et en fait, je voudrais dire aussi que le passage Nassib a été entre la Syrie et le Liban et la Jordanie a été libéré, mais aussi l'État syrien déploie aussi les aides possibles et l'administration nécessaire donc au retour des réfugiés de Jordanie vers la Syrie. Et en Syrie aussi, les gens sont aidés pour revenir à leur village. Ils sont aidés par l'État syrien par des vivres, par la distribution de vivres, etc. Et surtout par une réhabilitation rapide de leur village, de toute l'infrastructure et des maisons, etc. Donc il y a une aide aussi à la réhabilitation des maisons et surtout appelant les gens à reprendre à se réapproprier leurs terres et à recommencer à cultiver les terres et à s'approprier leurs maisons. Je peux dire quand même que la majorité, les réfugiés sont très contents de revenir chez eux, même en voyant des maisons détruites. Mais ce qu'ils disent la plupart du temps, c'est quand même bien de revenir chez soi, même si la maison est détruite, eh ben, on la reconstruira, mais on est quand même mieux chez nous. Voilà. Alors vous m'avez évoqué deux points importants. Vous m'avez signalé qu'en fait, depuis la Jordanie, les réfugiés avaient quand même des difficultés à rentrer, parce que l'ONU et certaines forces jordaniennes s'y opposaient. Enfin, vous m'avez fait part de l'appel de la levée du blocus illégal contre la Syrie qui aggrave évidemment la situation humanitaire. Hein. Alors bien entendu, quand les pays se plaignent de la présence des réfugiés, ils ne voient pas aussi que ces réfugiés sont partis ou ces gens ont quitté la Syrie ou ils sont partis de chez eux pour deux raisons. D'abord parce qu'ils étaient menacés par les terroristes et leur famille était menacée par les terroristes. Et deuxièmement, ceux qui n'étaient pas menacés nécessairement par les terroristes, ils ont dû quitter parce qu'il n'y avait plus de boulot à cause de tout ce blocus économique qui a été mis en place de manière abusive et de manière qui est agressive et abusive et qui fait partie de l'agression contre la Syrie, donc en 2012 contre la Syrie. Donc depuis 2011 la Syrie est soumise à ces sanctions qui lui interdisent donc de traiter et d'échanger avec le monde sur le plan aussi bien sur le plan économique que sur le plan financier, ce qui empêche, même quand elle a l'argent, ça empêche en fait toutes les transactions. Et surtout, ça touche les transactions concernant
les médicaments, les appareils médicaux, etc. L'objectif était de mettre en difficulté non seulement le peuple, l'administration ou l'État syrien, mais aussi mettre en difficulté le peuple syrien de manière à ce que tout le monde quitte. Donc, comment dire, cette hémorragie de gens vers l'extérieur, elle était bien provoquée par les pays occidentaux et leur allié Israël qui ont agressé la Syrie par ces terroristes interposés et pour éviter effectivement, pour changer le régime en Syrie et pour faire chuter et faire capoter la présence de la Syrie qui est vraiment le cœur battant de la résistance et le cœur battant de l'arabité politique. Donc, en fait, qu'on n'aille pas pleurer ou pleurnicher sur le sort qu'ils ont provoqué eux-mêmes aux Syriens. Bon, aujourd'hui, il est temps de lever le blocus, il est temps de constater quand même que tout ce plan a été mis en échec par la résistance de la Syrie, de l'armée syrienne et du peuple syrien, et surtout aussi et leurs alliés. Donc, il est temps quand même de cesser toutes ces manigances et de cesser tout ce blocus et reprendre des rapports normaux avec la Syrie. Je rappelle aussi que la Syrie est un pays fondateur de l'ONU. C'est un pays qui doit faire respecter et que les pays de l'ONU, tous les pays de l'ONU, doivent respecter la souveraineté de l'État syrien. Donc, reprendre des rapports normaux. Voilà, et faire un échange normal et reprendre les représentations politiques, les relations politiques et les relations économiques normales dans ce monde. Voilà. Alors pour terminer, bon ça va être difficile, assez rapidement, Oui. vous nous avez évoqué dans le domaine des choses plus légères, hein, oui. Des artistes ont transformé des tunnels des terroristes à Jobar en exposition d'œuvres artistiques. Alors en fait, ce que je voudrais, et ça je vais être très brève, hein, pour parler un peu de l'ensemble des manifestations culturelles, artistiques, etc. D'abord, il y a eu effectivement le Salon du Livre, le 30e Salon du Livre qui a drainé quand même beaucoup de présence et beaucoup de maisons d'édition. Donc ce mois-ci, il y a la préparation de la foire internationale de Damas qui draine aussi un nombre important de pays et de compagnies de tous les pays, y compris des compagnies d'ailleurs des pays qui boycottent la Syrie, mais bon, ça on en parlera plus longuement dans le prochain CITREP. Il y a eu la reprise quand même d'une bonne partie de l'industrie syrienne à Alep et à Adra. C'est un point qui est important, qui aussi montre le retour de la vie à la Syrie et à son économie. Et le dernier point que je voulais signaler, qui est vraiment la force de la vie et de la beauté face à la laideur et à la mort, ce sont les artistes syriens, des sculpteurs syriens, qui ont transformé les couloirs et les tunnels de la mort de Jobar en œuvres artistiques, en sculpture sur les deux côtés, et c'est quelque chose d'assez fabuleux. Voilà. Donc on mettra la vidéo d'ailleurs de cette visite, hein, on mettra la vidéo dans la description du CITREP. Hein. Tout à fait. Et que comment dire, ils ont été visités hier par le président Assad et sa femme, en rendant hommage à ces sculpteurs, à ces jeunes sculpteurs qui transforment la laideur en beauté et qui transforment l'obscurantisme en lumière. Donc, vive la Syrie, et elle se reconstruira et elle triomphera de toute façon. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes vacances.
Merci Essar, merci beaucoup de nous avoir donné cet entretien, cette interview depuis Damas maintenant, hein, vous êtes retourné chez vous. Merci, merci pour toutes ces informations, pour cette analyse et à très bientôt dans 15 jours. Merci à vous tous, à bientôt. Au Et revoir. merci à toi, Tom. Au revoir, merci.